Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission Le Scanner, l'émission de débat constructif sur le média du développement Kavi Média. Vous nous regardez sur Kavi TV via StarTime canal 500, vous nous suivez via Kavi Média sur siaminfo.com, notre site d'information de prédilection, il faut le dire, au menu de ce jeudi 28 septembre 2023. La piste de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré fermée depuis hier, selon le communiqué officiel de la SOGEAC. Un incident survenu ce mercredi serait à la base de cette fermeture, mais de sources aéroportuaires, on apprend qu'un atterrissage raté d'un cargo de l'armée nigérienne, à son bord 3 personnes, beaucoup de spéculations, mais que s'est-il réellement passé? Nous essaierons de comprendre tout cela dans cette émission. Après la menace, place aux décisions. Le ministre de la Justice, Alphonse Charles White, ordonne le gel des salaires de plusieurs magistrats pour, dit-il, abandon de service. Une décision qui intervient suite à l'appel de l'association des magistrats de Guinée de cesser toute activité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce document, le ministre qualifie la grève des magistrats d'illégale. Sur cette liste, plusieurs magistrats des TPI de Mafanko et de Kaloum sont visés, ainsi que ceux du tribunal du commerce et le tribunal pour enfants, pour apporter une réponse du berger à la bergère. L'association des magistrats de Guinée appelle à une assemblée générale ce vendredi même, un coude à coude entre le garde des Sceaux et l'AMG qui semble arriver à un point de non-retour. Mais cela aura-t-il un effet négatif sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire? Nous posons le débat dans cette émission. Le scanner et puis intégration des anciens contractuels à la fonction publique. Les nouvelles ne sont pas bonnes au-delà du non-paiement des aérés de salaire. L'authentification des diplômes des contractuels ne présente pas un résultat satisfaisant. Sur 16 763 diplômes traités, plus de 1500 sont faux, 110 falsifiés et 1424 attestations diverses décelées. Des statistiques fournies par le coordinateur national des anciens contracteurs de Guinée. Mais comment ce processus a-t-il été réalisé? Notre enquêteur en chef, Yaya Diallo, a fouillé de ce côté. Vous l'entendrez dans un instant. C'était jusqu'à présent des rumeurs, mais le gouvernement de la transition burkinabé l'a finalement confirmé. Dans un communiqué publié hier soir, le porte-parole du gouvernement burkinabé a déclaré qu'une tentative de coup d'État a été déjouée mardi au Burkina Faso. Selon lui, plusieurs personnes impliquées dans cette tentative ont été interpellées, d'autres sont activement recherchées. Il souligne d'ailleurs que cette tentative de putsch a été menée par des membres des forces de sécurité des services du renseignement. Tentative de putsch ou pas, que faut-il craindre pour le Burkina? Analyse à suivre dans ce journal. Nous sommes le 28 septembre 2023. Cette date n'est plus à présenter aux jeunes Guinéens, aux vieux et aux femmes, à la population guinéenne. 28 septembre, une date avec deux histoires. Vous vous rappelez, 1958, la Guinée a voté non au référendum, mais en 2009, des tueries sont passées du côté du stade du même nom. Nous en parlons dans cette émission. Restez à notre écoute. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner... C'est jeudi d'enquête avec moi, les différents chroniqueurs, les différents débatteurs. Vous l'avez compris sous l'émotion. C'est une date dont je n'aime pas surtout parler parce que ça me rappelle encore de très mauvais souvenirs. Mais avant, l'émotion n'a pas sa place dans cette émission. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Akil Ali Badara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Fali Guilavogui, directeur général adjoint du groupe Évasion Guinée, bonjour. Oui, bonjour Abdallah, bonjour aux chroniqueurs, bonjour à la régie, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs du groupe Kavi Média. Oui, vous vous rappelez de cette date historique, 28 septembre 2023, 28 septembre 1958, 28 septembre, attention, 28 septembre 2023, 28 septembre 1958, 28 septembre 2009. Que vous rappellent ces trois dates? Oui, je crois que si vous acceptez, on va observer une petite pause à la mémoire des disparus. Si la régie nous le permet. Oui.
Voilà, et je pense que vous avez déjà planté le décor. C'est vrai que l'émotion est vive parce que c'est une date avec plusieurs significations. D'abord, le 28 septembre 1958, il faut dire que cette date rappelle un peu le nom massif du peuple de Guinée à travers le référendum pour pouvoir accéder à l'indépendance. Les Guinéens, unis comme un seul homme ce jour, ont dit non à l'impérialisme au profit de l'indépendance. Je crois que ça fait 65 ans. 65 ans que notre pays est indépendant, que notre pays est dirigé par nos frères. Et 65 ans après aujourd'hui, quel est le bilan? Je crois qu'il est très important qu'on puisse quand même tirer des enseignements de ce nom, parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui se sont battus corps et âme. Certains même ont donné leur vie pour que notre pays soit indépendant. Alors, est-ce que l'objectif, le combat mené par les pères fondateurs donc de l'indépendance de la Guinée, de l'indépendance du continent, est-ce que leur objectif aujourd'hui a été atteint? Est-ce que le combat mené aujourd'hui continue à être pérennisé? Par endroit, peut-être qu'on peut dire oui, dans la mesure où il y a encore des voix discordantes qui continuent à réclamer à corps et à cri cette indépendance. Mais puisque nous sommes dans un monde de globalisation aujourd'hui, aucun État ne peut évoluer à vase clos. Oui. Alors, est-ce que l'interdépendance qui existe entre les États africains et les États européens ou d'autres continents, alors est-ce que ces relations sont profitables pour nous? C'est à ce niveau où nous devons interpeller nos dirigeants, dans la mesure où en 1958 la Guinée avait le même niveau de développement que la Chine. Oui. Mais 65 ans après aujourd'hui, je crois que nous sommes à la queue du peloton. Oui. Est-ce qu'on va continuer à accuser, à faire porter le chapeau de cette vie misérable, de ce sous-développement-là par l'Occident? Je dirais non, dans la mesure où presque tous les États ont connu la domination d'autres États. Oui. Mais avec l'évolution, avec le travail, aujourd'hui, quand vous prenez la Chine aujourd'hui se place en pole position parmi les États les plus développés. C'est parce qu'il y a une prise de conscience. Les Chinois, ils ont accepté de travailler, ils ont enclenché plusieurs réformes. Ça, c'était le premier pan de mon analyse. Donc, c'est pour dire que le 28 septembre est une date historique qui ne devrait pas passer inaperçue. Ouais. Voilà. Mais très malheureusement, la soirée dernière, on a appris avec la mesure qui a été prise par le CNRD, ça fait très longtemps, et au sein de l'opinion qui suscite des condamnations et des indignations, les sécouturistes ont été interdits de se réunir pour pouvoir commémorer cette date. Oui, justement, par rapport à cette interdiction, est-ce qu'aujourd'hui, le 28 septembre, appartient qu'aux sécouturistes, si j'arrive, mais plutôt aux Guinéens, n'appartient pas qu'à ceux-là, mais à tous les Guinéens. Mais j'ai l'impression, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, on laisse le 28 septembre passer inaperçu. Chacun se penche sur le 2 octobre. Normalement, du 28 septembre au 2 octobre, la Guinée devrait quand même célébrer cette indépendance, puisque si la Guinée est libre, c'est parce que Sékou Touré, le camarade paix à son âme, a quand même a pris son courage à deux mains derrière lui, le peuple de Guinée, pour dire non, non, pendant ce référendum organisé par le colon. Oui, je pense que c'est là où nous condamnons vivement du fait qu'on est en train de nier notre existence, de nier notre passé. Parce que comme je le disais tantôt, il y a quand même des hommes qui se sont sacrifiés, que nous devrons, dans les prières normalement aujourd'hui, continuer encore, si vous voulez,
à implorer Dieu pour eux, mais aussi à louer leur bravoure, à louer le courage qu'ils ont eu pour pouvoir se défaire d'un système qui existait avant. Dans les conditions normales, c'est l'État qui devrait prendre le taureau par les cornes. Mais très malheureusement, vous avez vu depuis au temps de feu général Lansana Conté, je pense que après le coup d'État du 3 avril, cette date a cessé d'être commémorée. Sinon, au temps de feu Ahmed Sékou Touré, je pense que le 28 septembre était célébré à travers le pays. Mais à l'arrivée de feu Lansana Conté, ça a cessé. Et je pense qu'il faut quand même qu'on essaye de revoir un peu dans le rétroviseur. Ce sont des dates symboliques, des dates historiques aujourd'hui qui consistent vraiment aux Guinéens, qui pourraient permettre aux Guinéens de se rattraper, de faire leur bilan, de s'asseoir, de communier. Pourquoi pas, à travers cette date-là, je pense qu'on peut même arriver à l'unité nationale. Mais très malheureusement, nous sommes dans un État qui cautionne le nihilisme, dans la mesure où si l'État même est contre, par exemple, tout ce qui s'est passé pendant le régime de feu Ahmed Sékou Touré, un régime a toujours, si vous voulez, les deux aspects, le côté positif et le côté négatif. Mais aller jusqu'à bypasser, si vous voulez, cette date-là, je crois qu'on est en train un peu de nier notre existence, de nier notre histoire. Bien, on va rester... point, si vous permettez... Oui, allez-y, on va rester en 58 avant de venir en 2009. Voilà, maintenant le deuxième 28 septembre, vous avez vu aujourd'hui, et je crois que cette autre date est venue égrener, si vous voulez, cette date historique avec... le massacre du 28 septembre survenu au stade de Conakry. Et selon les bilans qui ont été dressés par plusieurs ONG, il y a eu plus de 1500 personnes qui ont été tuées ces jours-là. 150. 150, hein, voilà, 150, je m'excuse, pardon. Donc plus de 150 personnes qui ont été tuées. Et il a fallu 13 ans pour que le procès soit organisé par le CNRD. Ce procès, on pensait que ça n'allait pas prendre un an, mais Dieu merci parce qu'avec la volonté des militaires qui sont venus au pouvoir, ce procès est en train de continuer, même si nous sommes en vacances judiciaires, mais à partir du mois d'octobre, je crois que les partis civils qui étaient à la barre vont continuer à défiler pour expliquer, si vous voulez, ce dont ils savent de ces événements douloureux. Mais une fois encore, je crois que ce sont des signaux forts. C'est vrai que on met ça un peu dans le cadre des crimes qui ont été commis par l'État. Et aujourd'hui, le principal enseignement qu'on puisse tirer, c'est que rien ne sera comme avant. Quand vous êtes au pouvoir et que vous vous rendez coupable des infractions, après votre régime, je crois que la justice pourrait se mettre en branle pour pouvoir situer les responsabilités. Évidemment. Donc c'est un signal fort pour tous qui pensent que quand vous êtes dans le moule du pouvoir, vous êtes permis de tout faire. Une fois encore, nous continuons à encourager les juges en charge du dossier de dire rien que le droit, mais il faut saluer de passage le courage du ministre Charles Wright, qui, parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est à son temps que le procès a été organisé avec les moyens de bord et l'accompagnement des partenaires au développement. Une fois encore, vous avez vu, il y a, je crois, quelques jours seulement, il a débloqué un fonds qui a été mis à la disposition des victimes. Tout ça, c'est pour que le procès, c'est un procès marathon, ça va prendre le temps, mais je crois que c'est pour que la vérité puisse la vérité puisse être dite dans cette affaire, mais que cessent vraiment les massacres, que cessent des infractions qui sont généralement commis par des gens qui sont au pouvoir. Diallo, par rapport à cette date historique, on l'a dit, nous ne l'oublierons jamais. C'est une date, on n'a même pas besoin de rappeler à un Guinéen que lui rappelle la date 28 septembre. 28 septembre tout court, que ce soit en 1958, que ce soit en 2009. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, d'abord, il faut rendre hommage au père de l'indépendance. C'était une équipe en sa tête, le
le camarade Ahmed Sékou Touré, Lansana Beavogui, Saïfla Diallo, et je ne peux pas citer tout le monde, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était une synergie d'action qui nous a amené à ce qu'on soit indépendant. Donc, cela, je crois que c'est avec l'accompagnement du peuple de Guinée. Et il faut rappeler qu'en 1958, De Gaulle, qui était le président de la République française, avait entamé ce qu'on appelle une tournée à travers l'Afrique où il avait son projet à lui, celle qui consistait de mettre en place, ou si vous voulez, d'instaurer ce qu'on appelle cette communauté franco-africaine. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il avait commencé par la République de Guinée. Et il avait étalé son projet et c'est suite à cela que nous avions décidé, nous les Guinéens, à travers nos dévanciers, que cette idée n'était pas défendable et qu'il fallait qu'on obtienne, disons, définitivement notre indépendance. Donc voilà comment nous sommes arrivés à ce niveau-là. Je crois que c'est cette idée-là que Ahmed Sékou Touré avait défendu à travers son discours historique. Et toute son équipe, tous ses camarades, certains étaient des jeunes, une trentaine, certains une quarantaine. Donc ce sont eux-là qui nous ont permis d'être indépendants, d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et si aujourd'hui certains parlent de souveraineté, d'indépendance et tout, je crois qu'il y a eu des gens, des jeunes gens, hommes et femmes qui à un certain niveau ont décidé de prendre leurs responsabilités au prix même de leur vie pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Je crois qu'il faut les rendre hommage, les féliciter et prier pour eux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est où nous en sommes aujourd'hui avec cette lutte historique que nos dévanciers ont pu mener. Qu'est-ce qu'on en a fait, nous, à notre niveau? Parce que c'est là où se trouve l'héritage. L'héritage de cette lutte. Ce qu'il faut dire, c'est que, premièrement, d'abord, je suis désolé de le dire, mais depuis ça, nous sommes même capables de mettre en place ce qu'on appelle un peuple uni. Et avec tout ce qu'on a pu mener de par le passé, aujourd'hui, toujours est-il que nous sommes dans un état, mais jamais nous avons accepté, nous, peuple de Guinée, d'être une nation unie autour d'un certain nombre de choses. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'échec, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a raté complètement, disons, l'idée générale de cette indépendance, parce que c'est consistait à ce que nous soyons unis. Plus nous sommes unis, plus nous devenons forts. Plus nous sommes unis, plus on peut amorcer ce qu'on appelle le développement. Disons, le résultat aujourd'hui, c'est que quand vous prenez plusieurs secteurs, c'est le statu quo. Aujourd'hui, les revendications qu'on pouvait entendre dans les années 80-90, c'est les mêmes revendications qui continuent, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la santé, etc., etc. Donc c'est pour autant dire que c'est vrai qu'à un certain niveau, nos dévanciers ont mené le combat, mais il n'y a pas ce qu'on appelle une suite face à ces combats-là. Et donc c'est pour autant dire que nous, je parle de cette nouvelle génération, pas nous les jeunes, mais ceux qui sont venus après, ils ont complètement raté. Ce qu'il faut dire, c'est que si les premiers ont réussi à en donner l'indépendance, je crois que le développement économique devrait quand même incomber à cette génération de politiques, d'acteurs qui sont autour de nous aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, on constate que nous sommes dans des querelles intestines, dans des intérêts personnels, et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes une république laissée pour compte, c'est ça la vérité. Et je crois que nos dévanciers ne vont pas être fiers de nous si nous sommes aujourd'hui à ce stade-là. Donc, j'estime que, puisqu'il y a une prise de conscience, certainement, et on va essayer de rectifier le tir pour que nous soyons, encore une fois, jamais unis dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. L'exemple frappant aujourd'hui de cet échec dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est que 65 ans après l'indépendance, nous sommes dans une période de transition. Ça, c'est un élément qui doit nous interpeller pour dire attention, on a raté. Et une transition, ça sous-entend une crise, ça sous-entend un échec. Donc je crois que nous sommes interpellés pour que nous puissions encore une fois revoir notre passé. Ceux qui ont mené la lutte pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, ils ont fait leur passé, ils ont mené leur combat. Oui. C'est à nous de prendre le relais et de savoir que jusque-là, on n'est pas sur le bon chemin. Oui. Et il faut encore une fois, je crois que rectifier le tir
essayer d'unir les Guinéens. Je vais parler de ceux qui ont la responsabilité de nous diriger aujourd'hui autour de l'essentiel. Oui, Akilali Badara, par rapport à cette date du 28 septembre. 28 septembre 1958, 28 septembre 2009, ces deux dates inoubliables, mais surtout 28 septembre 1958, parce que c'est ce jour où le camarade de la Révolution, Ahmed Sékou Touré, a eu le courage face aux autres aussi qui affrontaient la France, qui voulaient que l'Afrique soit indépendante. Je veux parler d'ici de Patrick Lumumba, qui était aussi un allié direct, voilà, incontournable d'Ahmed Sékou Touré. Mais sauf que malheureusement, l'histoire a très mal été interprétée en République de Guinée, parce que c'est pourquoi aujourd'hui nous foulons au sol ce qui est de cette histoire, parce que c'était une très belle occasion pour réconcilier les Guinéens, parce que n'oubliez pas qu'hier l'histoire, même si de quand on pensait que c'était une bonne histoire et c'était juste une chose valable pour la République de Guinée, mais ça pouvait aussi appeler à la réconciliation nationale, parce que n'oubliez pas que Sékou Touré aussi, même si d'un autre côté il n'avait pas toute cette information sur la pendaison de certains Guinéens, mais quand même c'était son régime, c'était aussi à l'époque où il était le camarade suprême de la Révolution. Ça pouvait appeler à une réconciliation nationale, parce que c'est une histoire aussi paranoïaque, parce qu'il y a eu des morts assez à ce temps, mais sauf que ceux qui aussi ont précédé à cette chose n'ont pas su réconcilier les Guinéens. Je veux parler de camarades de Lansana Conté, qui était à l'époque un de ses gardes, mais qui aussi n'a pas su réconcilier les Guinéens. 28 septembre 1958, la Guinée a dit non. On a osé le dire avec toute fierté, parce qu'il faut le rappeler que nous sommes jaloux quand même de notre indépendance. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette république, parce que quand je pense un peu à la Guinée-Bissau, qui était aussi une nation, disons, souffrante, mais que la Guinée quand même a su imposer le respect de ses côtés. Parlant de la Guinée équatoriale et des autres pays, nous sommes quand même une nation très indépendante, et certaines de nos décisions, on pouvait les prendre sans arrière-pensée, parce qu'on était fiers de cette indépendance. Mais une fois de plus, quand Sékou Touré a chassé les colons blancs, mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous vivons aussi avec des colons noirs, parce que nous sommes fiers de célébrer la fête des Européens. Nous sommes fiers de célébrer la fête des autres pays en mettant de côté nous nos fêtes. Et pourtant, nous devons être fiers de nos fêtes. Et c'est une fête quand même mémorable, parce que nous avons assisté à des histoires. Je me rappelle, malgré à l'époque, je n'étais pas né, à l'agression quand la Guinée s'est levée. 77. Voilà, quand le peuple a décidé d'accompagner le camarade suprême de la Révolution, on est sorti victorieux. Et déjà, on n'est pas sorti brédu, ça c'est une grande histoire. Mais malheureusement, on n'a pas su réconcilier les Guinéens. Et c'est dans cette même logique aujourd'hui, nous sommes assez de morts, on peut faire l'état des lieux, et c'est d'ailleurs la nécessité des choses, faire l'état des lieux, faire en sorte que les Guinéens se regardent en face, qu'on arrête cette politique politicienne, qu'on mette tous devant la Guinée, parce que quand on parle de la Guinée, elle est une et indivisible. Et surtout, nous avons été le premier pays subsaharien à avoir ce courage, cette fougue de chasser, s'il faut le dire ainsi, les Blancs. Et vous avez vu le colon. Voilà, le colon, tellement qu'à l'époque, le général de Gaulle avait perdu sa langue. Il a laissé son chapeau, une fois je l'ai rappelé dans ce studio. Ce chapeau, laisser ce chapeau était aussi une autre interprétation de l'histoire. Ça rappelait une fois de plus aux camarades que la France et la Guinée sont deux pays qui ne peuvent jamais se séparer. C'est pourquoi il a laissé ce chapeau. Le général avait bel et bien fait exprès de laisser ce chapeau. C'est ce qui a interprété aujourd'hui l'histoire. Il est bon, certes, d'étudier les autres histoires des autres nations, mais ici, il est important aussi que nous, Guinéens,
nous interprétions bien notre histoire aux autres pays. C'est pourquoi il faut un rassemblement général. Il faudrait commémorer cette date. C'est très important. Exactement. Hein? Il faut appeler à l'unisson aussi, parce que souvent, quand nos présidents prennent la parole, c'est bon de faire les éloges, de parler de son bilan, mais c'est aussi bon de rappeler l'histoire passée, de nous dévancer, parce que quand vous allez parler d'Ahmed Sékou Touré, vous allez forcément de parler des autres hommes aussi, comme les Saïfoulaye Diallo, les Mariga et autres, qui aussi se sont battus pour la République. Même si d'un côté il y a eu des pendaisons, on ne s'attendait pas. Oui, ça c'est le régime. Voilà, on peut c'est pas, aussi l'histoire. Tout ne peut pas être rose. C'est aussi l'histoire de la République. Mais aujourd'hui, ces fils-là réclament justice. Les présidents qui sont venus pouvaient faire en sorte qu'il n'y ait plus de manifestations contre le PDG RDA. Et d'ailleurs, c'est ce qui a envoyé aussi le RDA PDC de la Côte d'Ivoire et des autres pays, même en Guinée-Bissau, au temps de Koumbalala. Oui. Donc ça, c'est une grande histoire. On peut appeler à l'unisson, on peut demander, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance, on peut demander pardon à ses fils victimes, hein, voilà, à ses victimes, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens disent. L'autre régime aussi peut demander pardon, mais il faudrait au moins qu'on rappelle l'histoire de la République, qu'on approche les historiens pour qu'ils nous parlent de cette république, parce que la Guinée est une république riche, et grâce à Sékou Touré, on avait assez d'usines. Mais quand les colons noirs sont venus eux-mêmes, ils ont fermé, d'autres ont vendu certaines usines. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans cette misère. Oui, bien, on parle de cet autre sujet, la fermeture de la piste de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Oui, Yaya Diallo Ali Badarakila, vous avez fouillé hier de ce côté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, puisqu'il y a beaucoup de spéculations. Au-delà même du communiqué fourni par le communiqué officiel de la SOGEAC. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle un avion en provenance du... cargo, hein. Un cargo, oui. Allez-y, pour les précisions. Oui, c'est pour les précisions, mais pour les auditeurs aussi, parce qu'on parle d'avion, donc un cargo nigérien contenant certains passagers qui devraient participer, dit-on, hein, je tiens ces propos de ces responsables de communication de la SOGEAC, il y avait des gens, disons, certains matériels qui étaient destinés pour la fête de l'indépendance. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas eu de crash, comme on l'avait dit ici. Hier, c'était l'information qu'on avait répandue. En réalité, c'était quand même des pneus qui ont pété. Et c'est ce qui a fait que ces cargos avaient complètement, disons, obstrué, disons, la piste. Et ce qui fait que beaucoup d'avions ne pouvaient pas atterrir. J'ai écouté un chargé de communication qui mélangeait à peu près tout. À mon niveau, oui. Parce qu'en réalité, il mélange absolument. Comment Premièrement, d'abord, il nous dit que c'est pas, il y a pas la péril à la demeure. Ensuite, il dit que toutes les, disons, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour complètement dégager ces cargos-là. Bon, il rappelle enfin que c'était un cargo qui pèse à peu près plus de 105 tonnes et qu'il fallait avoir, disons, des équipements nécessaires pour pouvoir complètement déplacer ces cargos-là. Il dit que d'ailleurs, ils n'ont pas besoin pour un premier temps d'une aide extérieure pour que cela soit fait, et qu'incessamment il devrait quand même pouvoir complètement, disons, dégager ces cargos-là, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il revient pour dire que ils ont contacté certains partenaires à l'étranger. Ils pouvaient, c'est pour vous dire que c'est du yo-yo. En réalité, c'est étonnant. Il dit qu'ils ont contacté certains partenaires qui devraient quand même venir en aide pour pouvoir, disons, complètement dégager ces cargos-là. Donc, il avait promis d'ailleurs que rien ne pouvait empêcher que certains vols qui étaient programmés pour l'atterrissage d'atterrir à partir de la soirée. Ce qui n'est pas le cas. Jusqu'à maintenant, là où nous sommes, ce que toujours est-il que ces cargos-là existent. Moi, j'ai vu beaucoup de nos agents spécialisés en la matière, la gendarmerie aérienne, la police aérienne et tout ce qui s'ensuit, et qu'ils sont autour. Mais en réalité, jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un faire, ne serait-ce que ce qu'on appelle un diagnostic pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut, disons, dégager ce cargo-là. Ce qui est important et ce qui est, c'est que
on est incapable et incompétent de le faire. Donc il faut qu'on le dise. Donc pour le moment, l'aéroport, la piste reste fermée, oui, Akil Ali Badara. Ouais, vous savez, ajouter, hein. c'est triste hein, parce que si aucun avion n'atterrit en République de Guinée, on va perdre des milliards. Ouais. Et s'il y a 4 à 5 voyages ainsi annulés comme ça, on va perdre au-delà même de 5 à 8 milliards de francs guinéens. Ça, c'est pas bon pour le pays. Mais sauf sauf que je suis triste, je suis submergé parce que quand vous arrivez à l'aéroport, vous trouvez comment le cargo là est stationné, ça fait peur. Oui, le pire a été évité. Ça fait vraiment peur parce que quand vous venez vous-même, parce que ce matin j'ai constaté les mêmes faits, j'ai approché un agent de la gendarmerie aérienne qui me dit que la grille qui était venue hier ne pouvait pas prendre, ou s'il faut tirer ce cargo. Je me suis dit, mais attends, avec tout ce que vous avez ici comme arsenal, vous pouvez me dire que la grille ne peut pas pousser ça? Il m'a dit non, il faut une aide. Et l'aide là, soit doit venir du Niger ou bien d'un autre pays. Mais comment ce vol-là va atterrir alors que ce cargo, grand qu'il soit, bloque presque un passage? Oui, mais attention, ce qui est encore inquiétant, c'est l'atterrissage en catastrophe. Il faut se dire. Non, ça parce que ça fait, il y a quand même, nous on a reçu l'alerte qu'il y avait un crash de ce côté. Nous avons déployé des équipes de la rédaction politique pour aller voir de ce côté. Les agents n'ont pas permis à ces équipes d'avoir accès aux images, aux informations. Si on doit faire cette rétention d'informations, cela ne peut pas aller dans une république comme la Guinée. Bon, il ne faudrait pas se mettre dans cette posture de rétention de l'information. On a besoin d'informations. Il y a juste un problème, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes au sein de la SOGEAC pensent que la présence des médias privés, c'est une manière de ternir l'image de la République, parce que quand l'information a fuité, ils ont juste pris des dispositions légales pour qu'au moins aucun média n'ait le temps ou la chance de prendre ces images, sauf qu'au dehors, quand vous êtes arrêté, il y a un bon lieu, vous pouvez zoomer si vous avez un bon téléphone, filmer tout ce qui se passe, parce que le cargo là, il est tellement grand, mais il faut au moins dire aux autorités, même la piste que nous avons est une tombe. Si on peut se le permettre. Il y a des travaux de rénovation et d'extension. Il y a des travaux de rénovation et d'extension. Là, tu peux comprendre. La piste que nous avons, c'est grave. C'est une tombe. Dans un pays normal, on ne doit même pas laisser l'aéroport dans la capitale. Non, mais sérieux. Oui, Valérie Guilabogui, vous avez suivi comme nous cette actualité brûlante, puisque ça inquiétait plus d'un hier. Dans la journée, c'était quand même cette inquiétude. D'autres parlaient de crash. Nos confrères, certains médias, certains sites La Place ont même parlé de crash. Mais est-ce que tout cela n'a pas été favorisé par cette rétention d'informations? Je le disais tantôt avec Akila. Oui, je crois que ça a vraiment contribué dans la mesure où, et c'est ce que nous demandons aux autorités, parce que vous savez, dans tout pays où on parle de crash, déjà les gens ils sont pris de panique. Donc quand c'est comme ça, je pense que les autorités doivent tout de suite communiquer. Même si, pour la plupart des cas, on dit non, les enquêtes sont enclenchées parce que ça demande assez de temps pour pouvoir situer la responsabilité. Mais ce qui s'est passé hier, c'est parce qu'il y a eu rétention de l'information. Mais il faut aussi dire que certains confrères, généralement, quand ils ont des informations, ils ne cherchent pas à aller au bout pour en savoir davantage. Comme on le dit, le scoop tue le journaliste. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, en quelque sorte, sont devenus le cinquième pouvoir. Voilà, donc beaucoup s'informent à partir de là. Et c'est là où tout est parti. Ça allait vraiment dans tous les sens. C'est seulement la soirée et que les autorités ont pu communiquer. Mais la SOGEAC avait donné une information, mais qui restait, qui laissait vraiment tout le monde perplexe, parce que c'était un communiqué qui n'apportait aucune information, aucune précision et également. Qui sentait aussi de lenteur. Voilà, donc je crois que ce qui s'est passé, c'est un incident. Un incident, on ne sait pas, parce qu'on parle de crevaison, mais qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est dû peut-être à la détérioration
donc de notre piste, on ne le sait pas assez. Il n'y a eu aucune information là-dessus. Mais la cause qui a été évoquée par les autorités, c'est que ce sont des crevaisons donc, qui ont provoqué cet atterrissage forcé. Bien que il n'y a pas eu de dégâts matériels, il n'y a pas eu mort d'homme, Dieu merci. Mais aujourd'hui, je crois que les conséquences s'élargissent, notamment sur notre quotidien, parce que aujourd'hui, personne ne peut quitter la Guinée pour aller en déplacement, pour voyager. Et il n'y a pour l'instant aucun avion aussi qui peut atterrir sur la piste, parce que l'avion qui est là, qui est immobilisé, empêche d'autres d'atterrir. Donc, et les autorités pensent que il faut l'intervention du Niger, qui pourrait envoyer des équipements adéquats pour pouvoir soit déplacer l'appareil qui est là, ou trouver à partir du Niger des équipements pour pouvoir les remplacer. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a eu, il n'y a pas eu des dispositions. Le Niger non seulement ou le Nigeria? Non, c'est le Niger. Voilà, c'est le Niger. Du côté du Niger, visiblement, il n'y a pas eu de préparation. On ne sait pas dans quelles circonstances le voyage a été préparé, parce que officiellement, ce que les autorités disent, c'est que c'était des représentants du pays qui venaient assister donc à la célébration. On nous parle même de 3 personnes. Voilà, à la célébration. Surtout ce qui fait rire un peu, parce que hier, ça m'a fait marrer. C'est Maurice Sanda Kouyaté qui avait déplacé en grande partie tout son département pour qu'il soit aussi réceptionné comme le colonel, mais malheureusement, il n'a pas pu atterrir. Voilà, vous avez vu donc... il faut dire que aujourd'hui, nos autorités doivent prioriser, si vous voulez, assez de dispositions en ce qui concerne nos aéroports. Du côté guinéen, je crois que les autorités sont en train de travailler, parce que vous avez vu toute cette réforme qui a été enclenchée de ce côté. 24 heures, ça va faire un jour que la Guinée est coupée des autres nations. Oui, ça va prendre... communiqué officiel depuis 19 heures, c'est-à-dire 19 heures de temps. La Sojiac, l'aéroport international, a communiqué, Ahmed Sékou a communiqué à travers la Sojiac, mais jusque-là, aucun communiqué. Dire attention, est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a ça, il faut quand même communiquer, Mfali. C'est ça le problème dans ce pays. Si aujourd'hui la Sojiac ou le ministère des Transports est accepté de communiquer sur l'évolution de cette situation, on ne serait pas dans cette posture ce matin. Oui, c'est ça, la lenteur de l'information. Je crois que il faut quand même interpeller les autorités à jouer pleinement leur rôle. Mais au-delà, le Niger et la Guinée, ils doivent prendre des dispositions pour pouvoir quand même déplacer cet appareil afin que notre aéroport soit vraiment exploitable. Parce que nous perdons énormément d'argent pendant ces temps-là. C'est aussi ces voyageurs, ces Guinéens, ces étrangers qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer. Tout le monde est bloqué. Tout le monde est bloqué. Et c'est parce que des dispositions n'ont pas été prises, que ce soit du côté guinéen, que ce soit du côté du Niger. Nous interpellons les deux États amis, parce qu'il faut quand même prendre des dispositions. C'est vrai que ce n'est pas seulement en Guinée où on assiste à ce genre d'incidents, ça se passe même dans les pays développés. Quelquefois, il y a de l'impréparation au niveau des vols, ça peut arriver à tout moment, mais sauf qu'il faut prendre des dispositions idoines pour pouvoir y pallier très rapidement. Juste quelques mots. Ce qu'il faut dire, c'est comme si sur l'autoroute Fidel Castro ici, un camion tombe en panne et que 24 heures après, qu'on soit incapable de dégazer ces camions-là pour que la circulation soit fluide. C'est un peu cela, quoi. Donc, j'estime que ça dénote encore une fois et ce manque de logistique. Au-delà de ce manque de logistique, oui, mais c'est ça, c'est un manque de logistique, de l'incompétence. Non, attention. On dit non, c'est pas une incompétence. Attention, c'est pas de l'incompétence. Non, c'est pas une incompétence. C'est un manque de logistique. Il ne faut pas aller dans ce sens. Ça relève de quoi? Le manque de logistique. Messieurs, je crois que je ne vais pas prendre l'exemple autour de cette émission, mais je suis en train de vous dire qu'il y a une tête au niveau de l'aéroport ici. Quand ça se fait 24 heures
après ce qu'on appelle cet incident-là, et qu'on ne soit incapable de trouver. Facile. Et qu'on ne soit, s'il vous plaît. Non, mais c'est facile ce que tu dis. Et qu'on ne soit un incident est un incident. Voilà. Et puis imprévisible. C'est que je suis en Ça train de arrive dire. même aux États-Unis. Où on n'a pas de solution rapidement. C'est le manque de communication. La seule chance que nous n'avons pas eu, parce que nous n'avons qu'un seul aéroport, sinon dans les autres pays, on va directement délocaliser, on va prendre relais dans oui, et ça peut se comprendre aussi. Merci. Ça peut se comprendre aussi parce que vous avez vu, actuellement, on n'a pas de compagnie. Même si il y a peut-être des équipements qui sont là, mais est-ce que ces équipements peuvent permettre aux autorités à déplacer très rapidement ce cargo? Si c'était la réponse était oui, je crois que depuis hier, ça serait déjà fait. Mais il faut comprendre aujourd'hui, c'est vrai que nous voyons des autorités dans des avions, mais est-ce que ce sont des avions officiellement qui appartiennent à la Guinée? Pour l'instant, la réponse est non, puisqu'il n'y a eu officiellement, la Guinée n'a pas de compagnie. Non mais écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui chirisent en avocaillon de ces responsables. Oui, de ces responsables. Non, pas du tout. Moi, je suis en train de dire une chose. Je suis en train de dire une chose que là où on est capable de saisir plus de 2 millions de dollars, là où on est capable de mettre le c'est la même chose. Non, tu es en train de passer à côté. C'est un incident. C'est un incident, ça. Non, attention. Là, on ne peut pas te laisser aller dans ce sens. On ne peut pas tout peindre à noir, quand même. C'est un incident. C'est un incident. Oui, les incidents se gèrent comme ça. Je peux? Oui. J'apprends. Déjà, on nous apprend. Oui, allez-y. J'apprends. Oui, ça devrait être fait depuis hier. Donc moi, pour nous, c'est pas. Mais si aujourd'hui c'est fait, c'est aussi un atout. C'est sanitaire. C'est la principale information. À l'instant même, je suis sur la page de la CHOGEAC, de l'aéroport international. Aucun communiqué officiel de reprise de vol. Aucun. Il y a 19 heures. Quand même, il n'y a aucun communiqué. Regardez, depuis le communiqué, il y a 19 heures, il n'y a aucun communiqué. Donc là, c'est grave. Non, c'est grave, quand même, c'est très grave. C'est surtout la communication. Il faut communiquer. Et si vous voyez que les médias ont relayé cette information avant la CHOGEAC pour nous dire que c'était un crash, c'est parce qu'il n'y a pas eu de communiqué. C'est ce qui les a d'ailleurs poussés à faire une communication pour nous dire non, c'est pas un crash. Comme ils ont l'habitude d'ailleurs de le faire. Ce qu'il faut dire, c'est que moi je ne suis pas contre qu'il y ait ce qu'on appelle cet incident. On ne peut pas prévoir cela. Ce qui est important, c'est ce manque de promptitude de ces responsables de l'aéroport pour pouvoir, disons, rapidement trouver des solutions idoines. Puisque le responsable de la communication lui-même avait dit qu'ils n'ont pas besoin d'idées extérieures. Et j'apprends de Mfali Guilavogui qu'ils ont fait appel au Niger pour nous aider, mais c'est accepté que c'est... Oui, vous-même, vous l'avez dit que le chef de communication allait de coq à l'âne, vous l'avez dit. C'est ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle comment? C'est qu'on a dit un manque de communication. Pas d'information. Un manque de communication, c'est qu'en réalité, le cargo était là jusqu'à ce matin, monsieur. Bien, on est tous d'accord. On est tous d'accord sur ce point. Il y a quand même de la lenteur, mais c'est un manque de communication, un manque de logistique, mais pas une incompétence. Parce que pour le moment, on n'a pas cette logistique qu'on n'a pas pu, en tout cas, utiliser. Il faut faire attention aux mots aussi. Le chargé des com disent qu'ils en ont. Ils en ont. Mais ils ont fait appel à une compétence extérieure parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils voulaient. C'est simple. Ce mélange de pédales, la relève de qui? Qui l'a fait? Mais si le responsable de la communication si lui-même n'a pas la bonne information, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut pas. Il dit ce qu'on l'a dit. C'est le responsable de la communication. Oui, mais il peut avoir un responsable, mais ça va avoir une bonne communication. C'est une institution là. Si vous voyez, il y a des informations qui sont top secrets qu'on ne peut pas dire à la presse. Attention, on se comprend déjà. On appelle le Niger de nous aider. Allez, le Niger. Surtout quand c'est des informations qui relèvent de la sécurité de l'État. De l'État, on ne peut pas révéler ça. Cela ne relève pas de la compétence du responsable de la communication. Donc on nous dise la vérité. Vous l'avez déjà compris, qu'on nous dise la vérité sur tout ce qui se passe de ce côté. En tout cas, nous allons continuer à suivre ce dossier de très près parce que ça y va dans l'intérêt de la nation. Tout à l'heure, nous parlerons de ce bras de fer entre le ministre de la Justice, Alphonse Charles White, et l'association des magistrats de Guinée. Alphonse Charles White, après ces menaces, qui se met dans cette posture de prise de décision. Déjà, on nous parle de gel de salaire et on en parle tout à l'heure dans cette émission, juste après cette courte transition. Dans
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Après les menaces, place aux décisions. Le ministre de la Justice, Alphonse Charles-White, ordonne le gel des salaires de plusieurs magistrats pour, dit-il, abandon de service. On en parle dans cette émission, puisque ce n'est pas une première règle qu'on en parle. On a quand même suivi ce bras de fer qui tend vers un mois maintenant. Diallo, on a reçu ici le chargé de communication de l'AMG. On a échangé avec le président de l'AMG. L'AMG déjà qui appelle d'ores et déjà à une assemblée générale demain vendredi. Oui, il faut dire que c'est une honte nationale. Non, quelle honte. Monsieur, je peux... Non, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais on ne peut pas parler de honte, là. Le bras de fer, ça existe partout. Tu m'imposes une dictature. Non, allez-y. J'évite la dictature. Allez-y. Non, mais allez-y. Je vous comprends, je respecte vos opinions. L'appareil judiciaire guinéen est en train de complètement infantiliser, il y a de cela quelques mois, par le petit roi Charles Wright. Il faut le dire comme ça, parce que on n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle une paire de lunettes juridiques pour pouvoir lire les différents articles et faire ce qu'on appelle la part de chose. On a écouté beaucoup de juristes, on a écouté toutes les parties, on s'en rend compte que c'est ce qu'on appelle... Ça va au-delà de l'arrogance, ce messieur-là. C'est vrai qu'à l'interne, puisqu'on a fouillé, il y a des guerres d'ego qui opposent un certain nombre de magistrats qui ont ce qu'on appelle des différends qui ne sont pas liés, disons, dans le cadre professionnel, mais c'est qu'on essaie un peu de mettre dans cette opposition qui oppose... dans cette affaire qui oppose. Merci. Dans cette affaire qui oppose l'AMG et le ministre Charles Wright. Mais c'est ce qui m'amène, puisqu'on en a trop parlé dans ce studio-là, ce sujet-là, c'est que je suis en train... c'est que je me suis rendu compte que même le président lui-même aujourd'hui est complètement perdu dans cette affaire-là. Ouais. On ne peut pas dire on ne peut pas dire ici que pendant cette transition que la justice va être qu'on appelle la boussole qui va guider toute l'action de tous les citoyens, il faut le dire, et qu'on assiste à ces fiascos au niveau de cet appareil judiciaire-là. Des magistrats ont été suspendus ici. On a écouté certains, disons, hommes de droit nous dire que la suspension était illégale parce que la décision, ou disons les décisions qui ont été prises par ce magistrat et ce procureur auprès du tribunal de la Baie étaient fondées sur cet article 593, si je ne me trompe pas. 583, 584. Et donc, c'est pour autant dire que c'est quelque chose qui est fondé et que Charles, de l'autre côté, à travers un communiqué, long communiqué, j'ai envie de dire même déclaration, avait, disons, allé à contre-pied de ces arguments qui ont été placés par certains hommes de droit. Donc, y compris même Maître Traoré, qui avait quand même expliqué méthodiquement, même ceux qui n'ont pas, d'ailleurs, même ceux qui sont au collège pouvaient comprendre que la vérité, elle était là. Et donc, on n'a pas voulu, disons, mettre ce qu'on appelle les égos. Il y a un problème d'ego. C'est ça la vérité. On n'a pas voulu, entre Charles White et l'AMG. On n'a pas voulu mettre les égos à côté et que finalement on s'était rendu compte qu'il y avait certains doyens au niveau de la Cour suprême qui ont pris l'initiative de rabibocher un peu les deux parties pour qu'on trouve un terrain d'entente et finalement Charles avait nié complètement une quelconque démarche. Il avait même parlé de chantage de certains magistrats qui ont voulu, disons, en faire ce qu'on appelle un chantage et disons mettre la pression d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui,
c'est là de note encore une fois que ce monsieur manque de leadership. Parce que même s'il pouvait avoir raison, c'est-à-dire que vous pouvez avoir raison. Il pouvait se mettre au-dessus de tout ça. Oui, on va aller. Oui, il fallait qu'il avoue par rapport à cette actualité, ce bras de fer qui perdure et Charles Wright qui met ses menaces à exécution avec le gel des salaires de certains magistrats. On parle d'environ une dizaine de magistrats aujourd'hui du TPI de Mafanko, du TPI de Kaloum et au niveau du tribunal du commerce. Par rapport à cette actualité aujourd'hui, est-ce que Charles Wright doit lâcher du lest? Oui, je crois que ce qui se passe au sein de la justice a vraiment des répercussions sur la vie des justiciables. Et vous vous rappelez très bien, dans son discours de prise du pouvoir, le colonel avait annoncé que la justice allait servir de boussole. Mais 2 ans après, on a suivi quand M. Charles Wright a été bombardé. Donc l'ancien procureur a été bombardé au perchoir du département de la justice. Moi, je me dis que c'est un département assez stratégique, dans la mesure où c'est un peu la justice qui devait servir de colonne vertébrale donc de cette transition. Mais depuis l'arrivée de M. Charles Wright, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Sur certains actes qui ont été posés, il faut l'applaudir dès demain, notamment le procès du 28 septembre. Mais cependant, c'est vrai que quelquefois, il a quand même le courage d'affronter, si vous voulez, des dossiers carabineux. Quelquefois même, il va au charbon. Parce qu'en voulant très bien faire, mais si vous le faites mal, je crois qu'il n'est plus aujourd'hui en train de servir la transition, mais de desservir. Parce que si la justice aujourd'hui a des défaillances et que même les justiciables se trouvent pénalisés face à cet appareil, je crois qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, par rapport aux magistrats, on a vu d'abord les agents pénitentiaires qui ont manifesté pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie. Là, c'était un bras de fer. Après quelques jours, Charles Wright, il a fait marche arrière, il est revenu à de meilleurs sentiments. Après, on a vu les avocats impliqués dans le dossier du 28 septembre. Maintenant, ce sont les magistrats. C'est qu'ils ne devraient vraiment pas accepter de mettre tout le monde sur sa tête. Ce n'est pas un bon signal, non seulement pour lui, mais aussi pour la justice. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup pensaient qu'il allait accepter avec l'implication de la Cour suprême, parce qu'après la marche qui a été organisée par l'association des magistrats, il y a un mémorandum, une plateforme revendicative qui a été transmise au niveau de cette juridiction. Mais on apprend que malgré l'implication de ces magistrats, qui sont d'ailleurs des doyens, des vieux, des sages de ce côté, jusqu'à présent, les deux parties refusent de parler d'une seule voix. Non, l'AMG avait répondu que c'est Charles qui n'a jamais daigné répondre à cela. Oui, évidemment. Oui, l'association refuse, mais c'est que chacun reste quand même cramponné voilà, sur sa position. Parce que ce que l'association des magistrats demande, c'est de lever la sanction contre les deux magistrats. Voilà, les deux magistrats du côté de l'abbé. Et c'est ce que le ministre Charles Wright ne veut pas accepter. C'est là où se repose aujourd'hui, même s'ils ont une panoplie de revendications, mais il faudrait que le ministre accepte d'accéder au moins à ce point. Comme ça, ils peuvent se retrouver autour d'une table de négociation et faire des concessions pour revenir à de meilleurs sentiments. Mais depuis maintenant 1 mois, dans certaines juridictions, vous voyez, ça ne travaille pratiquement pas. Oui, et même on si ce ne sont pas toutes les juridictions qui bientôt octobre, c'est ça le véritable souci. Même si ce ne sont pas toutes les juridictions qui ont accepté quand même de mettre en œuvre le mot d'ordre, mais il faut reconnaître que ça a des conséquences. Parce que hier, on a appris que Charles Wright a gelé les comptes de 10 magistrats. À ce niveau, est-ce que ce sont les meneurs qui ont été visés? Ou est-ce que c'est l'ensemble? Parce que quand vous écoutez l'association des magistrats, ils disent que c'est plus de 300 magistrats qui sont impliqués dans la grève. Alors pourquoi cette sélection seulement de 10 magistrats? Là, il y a problème.
Et l'article qui a aussi été brandi par le ministre de la Justice a été botté en touche par l'association des magistrats. Donc cette association aujourd'hui anime une conférence de presse et il faut s'attendre au durcissement de ton des magistrats qui pourraient user de tous les moyens pour pouvoir faire plier monsieur Charles Wright. Et pendant ce temps, les paisibles citoyens, les citoyens qui continuent à réclamer justice aujourd'hui sont pénalisés. Oui. Parce que même si c'est la période de vacances judiciaires, mais il y a des dossiers aujourd'hui qui sont à jugement, mais aujourd'hui qui sont dans les tiroirs. Donc ceux qui sont en détention aujourd'hui sont en train de prendre difficilement leur mal en patience. Je crois que M. Charles Wright n'a pas été nommé à ce poste-là pour qu'on assiste à ce barreau d'honneur, pour qu'on va de bras de fer en bras de fer. Il devrait être un véritable manager. Il doit se mettre au-dessus des bras de fer pour pouvoir répondre non seulement aux attentes du chef de l'État, parce que si le chef de l'État l'a porté là, ce dernier lui fait beaucoup confiance, mais aussi des citoyens. Ça fait très longtemps, le véritable problème en République de Guinée, c'est la justice. Je crois qu'il y avait assez d'engouement avec l'arrivée du CNRD, avec l'arrivée de M. Charles Wright, mais aujourd'hui, je crois que c'est le désespoir quand vous écoutez certains qui s'installent en République de Guinée parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe. Charles Wright doit conjuguer vraiment avec tous les acteurs de la justice. Il doit se mettre au-dessus des querelles. Il doit se mettre au-dessus. C'est quand même un homme. Il ne doit pas être comme cette petite demoiselle qui prend tout en compte. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée et prendre à bras le corps le dossier si vous voulez, les priorités du gouvernement. Mais aujourd'hui, à l'allure où ce dossier est en train d'aller, je crois que si M. Charles Wright n'accepte pas de venir à de meilleurs sentiments, ou l'association aussi n'accepte pas de revenir à de meilleurs sentiments, entre les deux camps, en tout cas, c'est un qui va tomber parce que, après tout, le président de la République, il est le premier magistrat. Donc, mais même lui n'a pas pu quand même trouver solution à ce problème, puisque jusqu'à présent, on nous apprend à un certain moment, il a entamé des médiations de ce côté. Mais il avait confié le dossier, selon nos informations, à la Cour suprême. Voilà, à la Cour suprême qui était censée trouver une solution. La Cour suprême a entamé les négociations, sauf que les lignes n'ont pas bougé. Donc, si ça évolue, je crois que le président sera contraint de prendre une décision. Oui, Akil Ali Badara, par rapport à ce bras de fer. Si vous me permettez, parce que hier, j'ai fouillé moi-même dans beaucoup de codes, au moins pour sortir cet article qui contredit le ministre de la Justice, Charles Wright, parce que si vous lisez l'article, vous comprendrez que Charles Wright, il est dans l'excitation. Parce que ça, c'est ceci dit, l'article 39, alinéa 9, qui dit que lorsqu'un ministre suspend un magistrat, il lui est interdit de suspendre le traitement salarial. Si le salaire du magistrat doit être suspendu, il faut qu'on saisisse le conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature qui se prononce sur la faute du concerné. Ainsi, ceci dit, la faute du magistrat équivaut à une sanction. Et cette sanction qui emporte la suspension du traitement, c'est seulement dans ce cadre que le Conseil supérieur de la magistrature composé de 15 membres peut prononcer la suspension. Il ne relève pas des prérogatives du ministre, légal d'un ministre, pardon, même du président de la République, à plus forte raison d'un ministre pour suspendre le salaire d'un magistrat. Ça prouve aussi à suffisance que cet article rappelle la violation flagrante des droits de ces magistrats. Charles, il est dans l'euphorie. Il faut veiller aux tasses de café de Charles quand il veut prendre des décisions. C'est très... Oui, non, sérieusement. C'est Akila. Non, c'est Akila. Sérieusement, c'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que ça a à voir dans ça? Il faut beaucoup veiller. Il faut y veiller de grain. Non, sérieux. Parce que ce ministre-là, si on pensait à l'époque, au temps d'Alpha, que Charles était un jeune ministre bien pointu dans ses prises de position. Aujourd'hui, on sent un Charles né d'une dictature qui ne dit pas son nom. Oui, Charles, si vous prenez la forme de ses réactions, certes, il a le temps, il vient dans les médias, il s'explique, mais Charles manque de droit.
Charles doit reprendre encore les cours normaux de droit pour qu'il revienne ou qu'il redescende sur terre. Cette voix plaintive des magistrats, les 10 magistrats là, tellement qu'il a une sélectivité dans sa décision, c'est une décision unilatérale. Oui. Parce que si cet article... Oui, je me suis posé la même question. Pourquoi c'est les TPU de Kaloum, les TPU de Mafanko et au niveau du tribunal du commerce? Pourquoi c'est seulement ces tribunaux, hein? Il y a quand même tous les tribunaux. Le débrayage est sur le territoire national. C'est un ministre qui s'est livré à la surabondance. C'est un ministre qui gère un département aussi plus fort que sa carrure. Parce que si vous prenez Charles, vous comprendrez son excitation. Charles, c'est le petit roi de la présidence. Bien. Le colonel, si le colonel avait l'intention de décrisper cette crise, il l'aurait fait. Parce que c'est lui le décideur. Ouais. Et même lui, l'article rappelle que lui-même n'a pas cette notoriété ou cette force de suspendre le salaire. Aller même au-delà de la décision du Conseil de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature. Charles doit revenir, il doit redescendre sur terre. Il faut que Charles White accepte ce dos large. C'est lui le ministre de la Justice. Oui. Les autres ne sont que des magistrats. C'est lui le décideur. Charles manque de conseillers compétents. C'est ça la vérité. Non. Et le vrai problème, il n'accepte pas de communiquer. On a tout fait pour qu'il puisse intervenir dans cette émission, mais il n'accepte pas. Je ne sais pas si on ne le transmet pas. Charles s'est fait entourer par des bénis oui. C'est ça la vérité. Non mais attention. Oui. Attention, il y a ce département. Dans ce département, je connais ce porte-parole qui lui dit la vérité. Hein. Si je parle de doyen Kairaba. Kairaba qui dit la vérité. Honnêtement, je connais bien. Il faut saluer cela. Oui, il faut quand même reconnaître. Il faut reconnaître cela. Il est bien entouré. Au sein du département, il y a de très bons magistrats. Le doyen, moi, j'ai connu que j'ai côtoyé. Il y a assez de bons magistrats. Il est très bien entouré. Le doyen Yaya Kairaba, c'est un bon doyen qui le conseille même des fois. Mis à part son département, mais il n'est pas son conseiller. C'est le porte-parole. Voilà. Les conseillers de Charles White sont des bénis oui. Parce que oui, un ministre ne peut pas décider comme ça. Alors, pourquoi il s'est fait entourer maintenant par des conseillers? Charles a un problème. Charles, il s'est habitué à ce genre de problèmes-là. Même quand vous venez dans son quartier, même à l'arrondissement du T, il faut que Charles soit écouté. Il ne veut pas écouter. Et ça, un intellectuel arrogant est un médiocre. Ouais. Charles est sur cette lancée. Bien, il doit redescendre sur terre. Cette transition va partir. Mais Charles va rester. Charles va rester. S'il reste... Non, il a dit qu'il va démissionner. Et s'il accepte... Il va quitter la magistrature. Si Charles White avait montré à l'époque l'utilité d'être aujourd'hui un bon magistrat, mais aujourd'hui on sent de la nullité, on sent de l'arrogance. Charles doit accepter cela. Il doit avoir le dos large. Il sera condamné par le tribunal de sa conscience. Oui, rapidement, Yaya. Ça dénote encore une fois que ce ministre allie l'incompétence et l'arrogance à la fois, ce qui fait que vous vous rappelez de ces dossiers Foni Kemenge et compagnie, il en avait fait ce qu'on appelle un dossier personnel. Très personnel même. Il avait dit au président, et ce qui a fait que pendant plus de 8 mois, 9 mois, ces gens-là étaient en prison pour Dijon, pour ni rien. Et finalement, quand le colonel s'est réveillé, même si c'est sur l'otard qu'il s'était réveillé, il s'était rendu compte que c'était un dossier vide. Et finalement, vous avez vu que les gens là ont été sortis de la prison. Je crois que c'était Sarl qui était l'obstacle. Et finalement, on s'était rendu compte qu'il avait voulu régler des comptes avec ces derniers-là parce que ça s'est dit beaucoup de choses dont on ne peut pas relayer ici. Donc c'est pour autant dire que Charles devrait comprendre que il a eu la chance. Parce que c'est pas parce qu'il est plus compétent ou plus intelligent que tout le monde qu'il est ministre aujourd'hui. C'est une chance pour lui de marquer, disons, l'histoire s'il le veut positivement. Je suis en train de rendre compte malheureusement qu'il est en train de rendre service de façon négative parce que on ne peut pas à tout bout de champ vouloir s'arc-bouter sur sa position, même si on a tort. En réalité, cette affaire qui oppose Charles et l'AMG aujourd'hui, Charles n'a pas raison. C'est ça la vérité. C'est déjà comme il fallait qu'il avoue pour terminer avec ce sujet. Oui, pour terminer, aujourd'hui, le bras de fer a déjà pris le temps que ça devait prendre. Et le président de la transition, après tout, je crois que c'est lui qui a un bilan à présenter. Est-ce que le discours tenu
hier, aujourd'hui, tient la route et le slogan, et comme quoi la justice va servir de boussole, est-ce que ce slogan tient encore la route avec ces crises internes au sein du département La boussole n'existe plus. Au sein du département de la justice? Je crois que, en tout cas, les regards restent rivés sur la présidence, qui quand même ne doit pas laisser ce bras de fer pourrir avant d'agir. Je crois que c'est le temps de prendre le taureau par le cornes et de prendre une bonne décision. Parce que si le président, par exemple, en tant que premier magistrat, les gens peut-être diront, ah, est-ce que le président n'est pas en train de s'ingérer encore dans les affaires? Ça, ce n'est pas un dossier. Ça, c'est une crise. Ouais. Il ne faut pas laisser vraiment la crise s'enliser. C'est maintenant qu'il doit agir. C'est maintenant qu'il doit appeler son ministre pour lui demander d'arrêter et de venir autour de la table de négociation. C'est maintenant qu'il peut appeler l'association, en tout cas, pour ne pas saper les efforts du CNRD quant à l'organisation du procès des massacres. Parce que tel que ça a commencé, parce que même au niveau de la CRIEF, vous avez des magistrats de ce côté qui sont directement impliqués. Vous avez des magistrats dans le dossier. N'oubliez pas aussi qu'il est exposé à des poursuites même sur le plan international, parce qu'il y a une association internationale de magistrats qui d'ailleurs décide de s'occuper du dossier. Oui, parce que ce qu'on apprend depuis la soirée dernière, les magistrats veulent assigner le ministre Charles Wright en pénal. Donc il a déjà fait une première comparution avec le dans cas, un dossier. Le cas Fourniquet. Voilà, le cas Fourniquet, on a dit non, c'est bon, c'est un signal fort. Aujourd'hui même un ministre peut vraiment venir devant la justice, sauf que c'est du théâtre. Voilà, ça ne donne pas une bonne image. Parce que pour un ministre qui travaille normalement, je crois qu'on n'a pas besoin de l'assigner en justice. Aller en justice une fois, aller en justice deux fois, je crois que ça ne donne pas une bonne image. Et Charles qu'on a connu hier, Charles qui donnait l'exemple devrait quand même rester avec cette belle image. Mais aujourd'hui, il doit refuser de rentrer dans l'histoire par la petite porte. Il faut le dire, Charles Wright face à l'histoire. En tout cas, il faut faire attention à ce bras de fer. L'association des magistrats de Guinée qui organise une assemblée générale demain à vendredi. Nous suivrons de très près ce dossier. On parle de cet autre dossier, intégration des anciens contractuels à la fonction publique. Il y a quand même des poux, des poux qui ont été pourquoi pas constatés dans les dossiers ou les diplômes déposés par ces contractuels. Parlant de l'authentification de ces diplômes, on nous présente un résultat basé sur 16 763 diplômes traités, plus de 1500 sont faux, 110 falsifiés et 1424 attestations diverses décelées. Yaya Diallo s'est intéressé à ce sujet pour nous. Oui, Yaya, que se passe-t-il de ce côté? Oui, ce qu'il faut dire, c'est tout ce qu'on avait demandé ici. Premièrement, d'abord, on avait constaté que c'est vrai que ces contractuels qui ont longtemps, disons pour certains plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ont enseigné sans pour autant que leur situation ne soit prise au sérieux, que l'État puisse prendre leur situation au sérieux, autrement dit les intégrer dans la fonction publique. Mais vous le savez bien que l'État avait quand même opposé une logique qui à mon avis était acceptable, celle qui consistait à dire, disons, le processus d'entrée à la fonction publique répondrait à ce qu'on appelle à un concours. Donc, il fallait passer par un concours pour pouvoir accéder à la fonction publique. C'est la loi qui le dit. Et à ses côtés, je l'avais dit ici qu'il y avait des problèmes au niveau de ces enseignants contractuels. C'est pas tout le monde. Ces 16 763 dont on parle ici, il y a là-dedans véritablement des coquilles vides ou en tout cas des faux. Non, mais c'est ce qui a été révélé, pas parce que tu as été sur l'enquête, mais quand même on nous parle des statistiques qui font froid au dos. Là, il faut se dire la vérité. Il y avait là-dedans, ça va vous surprendre, puisque sur les 16 763, il n'y a que 13 052 qui ont été authentifiés d'abord. Soit que cela aussi, ça reste à vérifier, parce que hier,
Pépé Balamou qui avait quand même rencontré le ministre, il faut le dire. Même le coordinateur national lui-même, hier, il avait rencontré le ministre. Alseni Mabinti, qui avait étalé un certain nombre de problèmes dont ils sont confrontés, les enseignants contractuels. Plus de 8 mois de arrière de salaire qui n'ont pas payé. Il avait demandé à ce que le ministre puisse incessamment prendre à bras le corps cette situation pour que ces enseignants-là puissent, ne serait-ce que graduellement, être en possession de leurs arriérés. Le ministre avait dit que c'est vrai qu'il relève directement de son département, mais ces processus d'intégration à la fonction publique ou ces processus des arriérés-là impliquent plusieurs départements, ce qui est vrai. Oui. Il y a le ministère de la fonction publique, il y a le ministère des Finances et de l'économie qui sont impliqués là-dedans. Donc, d'échange en échange, le ministre avait dit qu'il allait passer le message à qui des droits pour que rapidement des solutions puissent être, disons, trouvées pour qu'ils puissent rétablir ces enseignants contracteurs dans leurs droits. Alors, à l'issue d'une assemblée générale, puisque c'était la restitution de cet entretien qu'il a eu avec les enseignants contractuels, il avait tenu quand même à étaler ces informations face à ses amis d'enseignants qui étaient... Parlant d'Alseni Mabinti. Parlant d'Alseni Mabinti. Je parle d'Alseni, parce que l'assemblée générale a eu lieu ici à Imbaya, à côté, dans une école de la place. Donc, mais il y a là-dedans, parce que j'ai fouillé pour comprendre qu'il y a dedans des gens qui sont frustrés et qui pensent que d'ailleurs même la coordination ne fournit pas assez d'efforts pour leur intégration. Vous constatez très bien que ces derniers temps, il y a Alseni qui fuit même la presse. Médias, oui. Il ne veut pas communiquer parce que pour lui, nous sommes dans une période transitoire et donc vouloir trop communiquer, on risque de l'étiqueter, etc. etc. Ce sont ses arguments à lui. Donc, mais ce qu'il faut signaler, c'est que j'ai insisté sur la question pour savoir est-ce que ce n'était pas une façon pour l'État d'éliminer un certain nombre d'enseignants. Je crois que la réponse venait de Pépé Balamou, qui est un des acteurs qui participe quand même à la défense des droits de ces enseignants. Des droits de ces enseignants-là. Il m'avait dit non, monsieur, j'ai les statistiques ici, mais c'est vrai, il y a même, bouchez-vous les oreilles, certains diplômes de CES, certificat d'études supérieures, monsieur. Scolaire. Un enseignant qui a le niveau 6e année. Non, mais c'est grave. Certificat d'études secondaires. On en rit, mais c'est grave. Ouais. Non, mais c'est grave. Ouais, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est habitué au faux dans ce pays-là. C'est du faux. Encore, il y a certains qui ont ce qu'on appelle les diplômes de brevet. Oui, il y en a des gens qui ne sont arrêtés qu'en 10e année, ils n'ont pas même leur BPG. Mais ils enseignent au niveau secondaire. Oui, ils sont là, c'est des contractuels. À chaque occasion, c'est des gens qui sont pour dire que nous revendiquons notre droit, il faut qu'on soit payé, je ne sais pourquoi. Comment peut-on payer quelqu'un qui n'a même pas le niveau? Est-ce que cela met à l'eau ou ralentit un peu le processus engagé par le gouvernement? Parce que le gouvernement peut quand même entreprendre du trier d'abord avant leur intégration. C'est un pain béni pour le gouvernement parce que ça peut... Oui, mais le gouvernement quand même est amené de fuir encore une fois. Oui. Et je suis de ceux qui pensaient qu'ils en trouveront d'autres. Au-delà, le fait que ces diplômes ne soient authentifiés. Mais je pense que là-dedans, il y a certains qui ne sont pas aptes à donner des cours, par manque de compétences pédagogiques, didactiques et qui s'ensuivent. Par manque même de diplôme. Par manque même de diplôme. Oui. Au niveau de la falsification, là, c'est un autre débat. Je crois que là, ce n'est pas les anciens contractuels, c'est quelque chose qui est en commun, que les Guinéens ont en commun. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on peut falsifier, gonfler. Il faut vérifier. On va amener Akila en Guinée-Bissau pour vérifier les CV guinéens. C'est important, parce que là, c'est devenu quand même une habitude pour le Guinéen. Donc, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté. On m'apprenait que certainement les lignes vont bouger, mais je crois que on peut prendre ça avec des principes parce que là, même le principal concerné ne sait pas s'il va durer longtemps. Donc, c'est pour ça. Ça se comprend. Donc, c'était le compte rendu de Yaya Diallo. Guillaume est assez prudent. Oui. On m'apprend ces derniers temps qu'il est très posé. Il communique très peu et avec une voix très douce. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver à tout bout de champ. Et voilà, donc on peut vérifier les CV. Même le ministre n'est pour l'heure pas épargné. Oui, Mpali Guinavogi, vous avez suivi quand même le compte rendu de Yaya Diallo. Oui, je crois que au niveau de ce qui se passe par rapport aux enseignants contractuels, il faut
dire que c'est une ardoise, une ardoise salée que le CNRD a trouvée sur sa table. Ouais. Parce que quand on remonte un peu sur la genèse, c'est au temps de M. Alpha Condé, à l'occasion de la grève enclenchée par le SLEG, si je me rappelle très bien, et qui a pris assez de temps, ne voulant pas le faire asseoir pour pouvoir négocier avec lui, a donc en lieu et place des enseignants fait appel aux militants et aux sympathisants, ce qui est extrêmement grave. Donc, raison pour laquelle, et même avant son temps, je crois que l'éducation n'a jamais été une priorité en République de Guinée. Eu égard, pendant le premier régime, il y a quand même des efforts qui avaient été fournis au temps de M. Feu Ahmed Sékou Touré. Là, je crois qu'il y avait non seulement l'État qui déployait la moitié, si vous voulez, de ses avoirs pour pouvoir former de très bons cadres. Raison pour laquelle ceux qui ont étudié pendant ce temps, et aujourd'hui, il y a un grand fossé. Nous n'accordons pas assez d'importance à l'éducation, dans la mesure où, même voyez un peu le budget qu'on accorde à l'éducation. Avec ça, je crois, comment est-ce qu'on peut avoir assez d'infrastructures? Comment est-ce qu'on peut prendre en charge les enseignants? Comment est-ce qu'on peut participer à la qualification du système éducatif? Ça, c'est un facteur important. C'est parce que nous ne souhaitons pas que les choses changent de ce côté. Mais il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça a été entretenu. Ça a été entretenu par même le régime en place, parce qu'on ne peut pas comprendre. Il y avait des voies et moyens de toiletter le fichier de l'éducation, parce que ça fait quand même 2 ans. On est sur ça. Pourquoi est-ce que jusqu'ici l'État refuse catégoriquement de dire la vérité aux enseignants? Même récemment, il y a un accord qui a été scellé entre le gouvernement, le syndicat de l'éducation et le patronat. Voilà, donc à ce niveau, je crois que les 1600 enseignants qui ont été extirpés du fichier et qui sont présentés donc comme des faux diplômés doivent simplement quitter le domaine pour pouvoir quand même laisser ceux qui ont des diplômes authentifiés. Mais une fois encore, comme enseignement, c'est que le monde de l'éducation est devenu un fourre-tout. C'est-à-dire, voilà, où quand vous avez échoué dans un secteur, il faut passer par l'éducation. À l'image de l'armée, quoi. Voilà, bon. À l'image de l'armée, oui, parce que dans l'armée, on déverse aussi tout le monde. Oui, d'ailleurs, même ça va. Ça, parce que maintenant, là. Non, ça va. Parce qu'aujourd'hui, on lance au moins le concours. Mais avant, je crois que notre armée était présentée comme, si vous voulez, une armée basée sur le tribalisme. C'est-à-dire, c'est une communauté, quelquefois, qui était souvent recrutée, ou quand le chef est là, donc il prend beaucoup plus de son côté. Mais aujourd'hui, au temps d'Alpha Condé, je crois qu'il y a quand même des réformes qui ont été enclenchées en vue de moraliser l'armée. Et le colonel, est-ce qu'il est en train de suivre les traces de M. Alpha Condé? Je ne saurais répondre à la question. Non, ce qu'il faut dire, c'est que les réformes d'Alpha n'ont rien servi. Non, attention. Le résultat, c'est que nous sommes dans un coup d'État, là, monsieur. Oui, je n'en dis pas. De l'armée. Ça n'a rien à voir avec les réformes du régime d'Alpha. Aujourd'hui, tu joues à qui là dans ce studio? Les réformes consistaient à quoi? Les réformes consistaient à quoi d'abord? Réformes dans l'armée. Les réformes consistaient à quoi d'abord? Il l'a rappelé. Les réformes consistaient à rendre l'armée républicaine. Attention, tu passes à côté. Laissez-moi non, là, tu vas, allez-y. La création des forces spéciales n'a rien à voir avec ce qu'on va lire. Parce que les militaires bénéficient de beaucoup de denrées alimentaires. Oui, et on va aller on va continuer. Voilà, puisque nous parlons de l'éducation, monsieur, comment il s'appelle, Guillaume Awing. Voilà, Guillaume Awing aussi ne fait pas assez pour pouvoir trouver solution à assez de problèmes au niveau de l'éducation. Parce que, imaginez-vous, c'est à sa place que le ministre Mori Condé a demandé le recrutement notamment des enseignants contractuels à l'intérieur du pays. On apprend d'ailleurs que certains enseignants
ont trouvé la mort, vu les conditions de vie exécrables. Oui. Certains ont laissé leur famille à Conakry pour aller à l'intérieur du pays. Ils ont passé plusieurs mois, des engagements ont été pris par l'État, mais ça n'a pas été respecté au pied de la lettre. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure que cette crise-là a été entretenue par le département, parce que je crois que après tout, il faut tenir un langage de vérité à l'endroit des enseignants contractuels. Ce que vous ne pouvez pas tenir, ce que vous ne pouvez pas prendre, ce que vous ne pouvez pas exécuter, il ne faut pas quand même prendre du mensonge pour pouvoir faire travailler des pères de famille. Donc ça ne fait que rattraper la mauvaise politique du gouvernement en place, du département de l'éducation, du département de l'administration du territoire, qui a quand même demandé à signer cet accord avec ses enseignants. Aujourd'hui, il y a des impayés, non seulement en matière de primes, mais aussi en matière de salaire. On a vu des manifestations à l'intérieur du pays, disons presque à travers tout le pays, où des enseignants ont brandi des pancartes devant les DPE, devant les mairies, voilà, pour pouvoir demander à leur rétablissement. Je crois que tout ça, ce ne sont pas des images qui honorent notre République. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, puisqu'il y a un bon nombre de diplômés qui a été extirpé du fichier de l'éducation, il faut simplement payer. Il faut payer ceux-là qui doivent aller à l'école. Oui. Mais 1600 enseignants contractuels qui ont été extirpés, je crois que la responsabilité doit être située. Quels sont ceux-là qui ont participé, si vous voulez, à ces magouilles? Parce que 1600 enseignants qui ont des faux diplômes, des diplômes dont on ne sait d'ailleurs pas, ils sont sortis de quelle école ou de quelle université, qui n'existent pas en République de Guinée et qui n'existent d'ailleurs pas ailleurs. Je crois que ça a été entretenu. Aujourd'hui, il faut trouver des véritables coupables. Oui. Au-delà des enseignants contractuels, au niveau de l'éducation, il y a des acteurs, parce que c'est là où tout se prépare. Oui. C'est là où il y a eu le recrutement. Il ne faut pas extirper ces diplômés et laisser ceux-là qui se sont rendus coupables des infractions graves, qui sont condamnés par les lois de la République. Je crois qu'à partir de l'instant, si nous sommes dans le sérieux, il est réel que c'est la période de refondation et de rectification, il faut aussi prendre des dispositions pour pouvoir punir tous ces commis de l'État, tous ces syndicalistes véreux, qui ne cherchent que, si vous voulez, à remplir des poches, parce que la plupart de ces syndicalistes-là, il y a beaucoup qui ne disent vraiment pas la vérité. Ce sont des syndicalistes vendus qui sont dans les poches de l'État. À la quête de leur intérêt. Voilà, à la quête de leur manger. Je crois que ça doit cesser au niveau de l'éducation. On ne doit pas laisser notre éducation à la portée des affairistes. Aujourd'hui, si le pays doit décoller, il faut mettre suffisamment les moyens au niveau de l'éducation. Il faut moraliser le système éducatif. Il faut moraliser le secteur afin que notre pays sorte de ce carcan-là et sortir notre éducation vraiment de l'eau trouble. Oui, Ali Balarakila, pour terminer. C'est dommage hein, ce que je viens d'apprendre tout à l'heure, parce que quand on parle des enseignants, surtout de ces faux diplômes, ça prouve à suffisance que l'éducation guinéenne elle est malade. Il ne faut pas seulement accuser les syndicalistes, parce que d'autres négociations même se passent au sein même du département. Et ces enseignants contractuels, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est depuis au temps d'Alpha Condé. Certes, on parle de faux diplômes, mais il faut aussi avoir le courage de dénoncer les manquements du ministère de l'Éducation aujourd'hui, parce que c'est un département qui est en quête de prouesse. Et le ministre qui est là, qui a travaillé aussi avec ses enseignants contractuels, pour le moment, le besoin se pose. C'est de payer les arriérés de ces enseignants contractuels. Je l'ai dit, moi je le réitère toujours. Hein, aujourd'hui, ils ne pourront même pas être à la fonction publique, c'est impossible. Et deuxièmement, il y a eu recensement et puis il y a eu enrôlement du fichier à la fonction publique. Le ministre qui est là ne fait presque pas bon usage. Et ça se répercute aujourd'hui sur le système éducatif guinéen. Je demande encore une fois de plus, c'est une doléance pour ces enseignants contractuels, parce que beaucoup ont perdu la vie. Même si on va parler de ce faux diplôme et de faux CV, il faut payer
les arriérés de ces enseignants contractuels. Ils n'ont besoin aujourd'hui que de ça. Bien. Pendant combien de mois, des pères de famille, d'autres même qui étaient dans les relations matrimoniales ont fini par divorcer, oui. Et d'autres même ont pris le chemin de Lampedusa pour aller en Italie, parce que n'oubliez pas cet aspect, il y a beaucoup d'enseignants qui prennent aujourd'hui la fuite parce qu'ils disent que les 2 millions, 3 millions n'aboutissent presque à rien. Oui. Le seul destin pour l'homme, c'est de partir voir l'Italie, passer par la Tunisie. Aujourd'hui, il faut payer les arriérés. Maintenant, on va revenir pour parler de ces faux diplômes et autres. C'est oui. Ce qu'il y a d'ailleurs... Évidemment. Cette émission, c'est aussi ces internautes qui nous suivent via notre page Facebook, Flash Guinée, groupe Kavi Média, BAWB Abdoulaye qui nous dit « Salut Kavi Média, je vous écoute depuis Koloma. J'émets une pensée fraternelle à mon cher frère Akila Badara, l'ambassadeur de l'Axe. Abdoulaye Gibril Diallo, bonsoir. Mon cher Omo Abdallah Kamara, bonjour. Bonjour, il a écrit à vos collègues. Bonjour particulièrement à Akila, journaliste du Bas Peuple. En ce qui concerne la justice de notre pays, personnellement, j'ai recommandé au président de la transition d'intervenir, sinon ce n'est pas du tout bon ce qui s'est passé à ce niveau. Imaginez que c'est la justice même qui demande la justice, c'est ceux qui ont encore mal barré. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut écrire là-bas. Abdoulaye Gibril Diallo depuis la Côte d'Ivoire, précisément Saint-Pedro. Merci pour votre fidélité. Excellenceau qui nous écrit: bonjour Koto Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Moi je pense que le colonel Doumbouya devrait prendre sa responsabilité et dégommer Charles White, ministre de la Justice. Une pensée positive à mes parents de Olo, Boubacar Sou Olo, fidèle inconditionnel de Kavi Média depuis Dakar. L'écoute est favorable. Gelgef de ce côté. Merci pour vous, à vous, téléspectateurs, vous qui nous regardez dans cette émission via notre page Facebook Flash Guinée Groupe Kavi Média ou sur YouTube. Vous pourrez suivre cette émission en direct sur Kavi Média, sur Flash Guinée, sur siaminfo.com, évidemment sur Kavi TV, canal 500 si vous avez le bouquet Startime Maya et Diallo. Merci, on est vraiment pris par le temps. C'est un plaisir, Abdallah. Merci, Fali Guilavogui. Oui, bon, c'est un devoir. C'est un devoir. Je reste à votre disposition autant que vous souhaitez. Merci. Je serai là pour qu'on décrypte l'actualité, et toutes mes félicitations à vous, monsieur Abdallah. Merci vraiment. Akila Ali Badara, merci. Merci Abdallah, merci à tous les auditeurs. Il faut sauver le ministre des Sports, Béa Diallo. Il s'est complètement égaré dans l'administration. Non mais Akila, c'est Akila. Il est égal à lui-même. En tout cas, nous excuses, puisqu'on ne pourra pas parler de ce sujet lié au Burkina, mais ce n'est que partie remise. Demain, nous reviendrons sur ce sujet. Demain, c'est vendredi de développement. Forcément, vous aurez un acteur du développement qui interviendra sur ce sujet, évidemment. Et on nous apprend du côté de la Cité de l'Air. Demain, nous reviendrons sur ce sujet que les jeunes sont en train, à l'instant même, de manifester. Akila, l'alerte a été déjà donnée. Merci à l'équipe technique du jour, dirigée par Oumar Diallo, le duo Melika Sita Otaek et Kande Sankon, qui nous ont conduits, côté radio et côté télé, Vabako Ivogi, Hassan. Merci à Gabré, Ibrahim Traoré. Merci à notre responsable production, Alpha Taïboussila, et également l'infatigable, le réalisateur Michel Ouamounou. On se reprend demain pour le vendredi de développement. Restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement.